C'est le mal de notre siècle, je crois, de ne plus que savoir la valeur d'un être humain. Du jour au lendemain, Je me suis retrouvée à la rue. Et je peux vous dire, on est invisible dans la rue. vous vouliez mourir? Ah mais moi je n'avais que cette idée dans la rue. Bonjour Elisabeth. Bonjour Marion. Je suis très contente d'être là. Je suis vraiment ravie d'être chez vous, à la maison d'Elisabeth. J'ai lu votre histoire dans un article. Je vous ai tout de suite appelé pour raconter un petit peu. Et vous m'avez tout de suite dit oui pour une interview. Votre histoire m'a vraiment touchée. On va en parler. Mais juste pour raconter, vous avez été sans-abri pendant 5 ans à Bordeaux. Oui. Et vous avez créé cette maison, la maison d'Elisabeth, où vous accueillez aujourd'hui des sans-abri, vous proposez à manger, la douche, du soutien aussi, je crois. Donc j'ai très envie d'en savoir un peu plus, de comprendre votre vie. Est-ce que pour commencer, on peut revenir un petit peu en arrière? Où est-ce que vous êtes née? Comment ça s'est passé quand vous êtes arrivée dans votre famille? Alors je suis née au Maroc. J'ai beaucoup grandi au Maroc, fait mes études au Maroc. Après, j'ai eu une vie, je pense, lambda comme toute petite jeune fille, voilà, femme après. Parce que combien de temps vous êtes restée au Maroc? Jusqu'à quel âge? Alors moi je suis restée au Maroc, là j'étais presque jeune fille et quand après, voilà, je suis rentrée, j'ai fait ma vie de femme, j'ai rencontré mon mari qui était du bassin d'Arcachon, voilà, vécu avec lui, puis après on est parti en Afrique, puis moi j'ai repris un peu mon métier qui était aussi un peu dans le paramédical, donc tout se passait bien. Hein. Vous avez des souvenirs de là-bas? Oui, j'ai des souvenirs de gamine, hein, vous savez, d'école, voilà. Juste un grand regret, c'est qu'après, quand on vit dans un endroit et puis qu'on est obligé de le quitter, de s'en aller ailleurs, pour 1000 raisons, hein, voilà. C'est quand on prend de l'âge qu'on rencontre d'autres amis, hein, parce qu'on se fait toujours des amis dans la vie, vous savez, comme je dis, moi on est comme un boulet de mousse, là on roule et on ramasse. Hein. Et après, quand on prend un certain âge, on entend serment dire « Ah tiens, je te présente mon ami d'enfance », et puis vous n'en avez pas, voilà. Et c'est ce qui manque un petit peu en vieillissant, quand on prend de l'âge, on se dit « Ah oui, c'est vrai, j'ai connu beaucoup de monde », mais je n'ai pas une personne où je peux dire un jour c'est mon amie d'enfance de très longtemps ou ma copine de très longtemps. Parce que quand vous avez quitté le Maroc, vous avez quitté vos copains et copines de là-bas. Voilà, on perd tout. Puis après, dans chaque pays, après ça se répète quoi. Hein. Donc, alors sur le coup, on est jeune, on ne pense pas à ça. Ouais. Mais c'est après où quand tant qu'on a sa vie familiale, qu'on est chouchouté par ses parents, voilà, on n'y pense pas à ça. Et puis tout d'un coup, quand on a une cassure totale dans sa vie, quelqu'un manque. Quel que soit, quelqu'un manque. Vous voyez, vos parents, si vous les avez plus, la grand-mère, le grand-père, ou une amie sûre. Voilà. Et ça manque. Après, on se retrouve tout seul quand on a un coup dur. C'est très difficile. Et vos parents, ils étaient comment? Est-ce qu'ils étaient doux, sévères? Mon papa était monsieur tout le monde, voilà. Monsieur qui travaillait, qui a aidé pour le bien-être d'élever une fille, voilà. Qui protégeait quand même, il fallait être très sévère, était très très sévère, mais je crois que je le suis aussi, donc, mais très juste. Voilà, très juste, à vous faire comprendre la vie, à vous... Voilà. Je me souviens maintenant que souvent il m'a dit des choses et il me disait, je me disais mais pourquoi il me dit ça? Et aujourd'hui je le vis. Vous dites élever une fille, parce que élever une fille et élever un garçon, c'était pas forcément la même éducation? Non, c'est pas la même éducation, mais j'avais un papa qui voulait qu'on soit... Voilà, que vous ayez le principe d'une éducation de petite fille de princesse et savoir après vous ménager si vous avez arrivé à un coup dur comme un homme. Je crois que ça a marché sur vous, non? Beaucoup, et je l'en remercie aujourd'hui. Je ne sais pas si vous managez comme un homme ou vous managez comme une femme très forte en tout cas. Je ne sais pas. Je pense que c'est mieux encore. J'essaie surtout d'être juste et envers tout le monde. Voilà, ce qui ne m'empêche pas de me fâcher, de prendre des colères avec, mais je ne suis pas rancunière, je n'en voudrais jamais à qui que ce soit la personne,
quel que soit qu'on me fasse, au fond de moi, je me dis que le pardon, c'est la meilleure des choses pour mieux vivre, pour mieux avancer, pour mieux comprendre son prochain et pour arriver à le rendre heureux à lui également. Alors c'est vrai que c'est pas facile toujours de pardonner, parce qu'il y a toujours un pourquoi qui reste dans la vie, et quelle que soit la religion. On se demande pourquoi il nous arrive ça, pourquoi le monde est comme ça. Aujourd'hui, on peut se le dire. Pourquoi le monde est comme ça? On pourrait tous s'entendre. Moi, je suis sûre, je le vois à la maison d'Élisabeth. On mange côte à côte avec plusieurs nationalités à table, plusieurs personnes, plusieurs religions, avec des personnes qui ont aussi dans leur tête leur façon politique de penser pour leur pays. Ouais. Et ben, le pardon vous emmène aussi au respect. Et avec tout ça, je pense que ça peut faire un bel avenir. Mais c'est très dur, je pense, à soi-même peut-être des fois à l'appliquer. Ouais. Et vous étiez quel genre de petite fille? Je pense que j'étais une petite fille qui essayait de bien travailler à l'école, puisque je me rappelle que mon premier prix, parce qu'à ce moment-là on donnait des prix, c'est que j'avais eu le prix de bonne camaraderie, de petite fille bien docile, bien gentille, à tout partager, tout ça. Bah oui, bonne camarade Voilà. partagée, ça vous a suivi toute votre vie. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez, quand vous étiez petite, est-ce que vous aviez un rêve? Oui, j'ai toujours le rêve de vivre dans un monde bon, avec des personnes toujours aimantes, à donner. Et c'est vrai que j'ai souvent été malheureuse, même étant petite fille, lorsque je voyais une injustice, ça me marquait profondément. Il y a des histoires qui vous ont marqué? Oui, à l'école, vous savez, un était puni, mettons, et il était là à rester. Alors autrefois, on faisait les conjugaisons et les vers, ou alors la ligne à écrire, et il restait. Donc, si je pouvais l'aider, je le faisais. Si je pouvais lui donner une idée pour que... Alors, je me rappelle, on se mettait beaucoup de feuilles de carbone, vous savez, pour que ça soit en double et que ça aille plus vite. Bon, notre maître n'aimait pas toujours ça, ni notre maîtresse. Mais enfin, voilà, donner des petites astuces comme ça. Et puis, toujours aller de l'avant, même si des fois, après, je le regrettais un peu moi-même. C'est-à-dire que je disais à quelqu'un, je vais venir t'aider. Et puis moi, après, peut-être on me proposait, vous voyez, d'aller à la plage ou d'aller manger chez une copine. Eh bien, je préférais après me priver que de dire à la personne, je t'abandonne. Et du haut aujourd'hui de mes grandeurs d'échelle d'années que j'ai enjambées, je vois que je suis toujours la même. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cet équilibre d'être bon pour les autres, mais pas... il y a une expression un petit peu vulgaire, pardon, on dit trop bon, trop con. Oui, je l'ai entendu souvent, jeune fille. Mais pour moi, c'est une belle qualité Oui, d'être voilà. aussi à l'écoute des autres, etc. Mais comment on trouve l'équilibre, justement, pour pas se perdre dans sa propre vie et trop se priver? On prend sur soi quand on a des privations et on essaie de se dire oui, t'as pas fait ça, mais t'as rendu un tel heureux. Et je pense qu'après, c'est un tel heureux qui l'emporte. Du coup, vous faisiez votre métier d'infirmière avec beaucoup de voyages, vous déplaciez, comment ça se passait? Oui, avec beaucoup de voyages, oui, parce que, alors, il faut dire qu'autrefois, c'était ce qu'on appelait les convois humanitaires, voilà, qui étaient respectés. Autrefois, un convoi humanitaire, vous savez, simplement, on avait le convoi humanitaire, on avait le droit de passer les frontières et on nous laissait les passer librement. Et on soignait, même si on se trouvait sur deux camps adverses, un là et un là, si un avait besoin de nous, on y allait, si l'autre avait besoin de nous, on y allait. Il n'y avait pas de différence, il n'y avait pas de tout ça comme, je dirais, franchement, comme aujourd'hui, quoi. Interdire un convoi humanitaire pour aller porter à manger à des enfants, des personnes qui ont faim et qui ont des bombes sur la tête tous les jours. Excusez-moi, mais là je dis, il n'y a plus d'humanité sur cette terre pour faire ça. Comme je vous dis, nous, notre rôle et notre bonheur, c'est de continuer à donner le souffle à la personne, quel que soit, en nourriture, en soins médicaux, n'importe quoi. À le mettre à l'abri, voilà, c'est ça notre bonheur. On s'engage pour ça, on ne s'engage pas pour juger une différence de pays, quelle qu'elle soit, avec tout le respect qu'on a.
pour l'un et pour l'autre. Ça a dû bien vous énerver les dernières actualités. Ça m'a surtout peinée. Et comme je vous disais tout à l'heure, il reste toujours un pourquoi. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, même nos dirigeants, quels qu'ils soient, avec le respect qu'on leur doit, parce que j'en conviens que ça ne doit pas être facile, perdent le sens de l'être humain, de l'humanité. Voilà. Et aujourd'hui, c'est moi, moi je veux ça, mais je ne regarde pas si à côté ça porte tort à beaucoup plus de personnes qu'il ne faudrait. Et ça, c'est le mal de notre siècle, je crois, de ne plus que savoir la valeur d'un être humain. Parce qu'un être humain, ça a une valeur, hein, Marion. C'est quelque chose de... C'est pas simplement une jolie rose qu'on sent un jour, qu'on la met dans un bocal avec un peu d'eau, et puis qu'après on passe à côté, elle perd ses pétales, et puis c'est terminé. Un être humain, c'est pas ça. C'est dommage que toutes ces valeurs-là se perdent aujourd'hui, à quel que soit le niveau du pays que ce soit. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est des chiffres. Il y a des millions de blessés, de blessés, il y a des morts. Mais on ne se rend pas compte à chaque fois qu'il y a un humain, un enfant, une famille. Non, du tout, c'est ce que je vous dis. Voilà. Aujourd'hui, vous entendez plus. Une bombe a explosé, a détruit tel monument, si vous voulez, qui était soi-disant très important, mais ça a détruit ce monument, mais ça a détruit combien d'enfants, combien de femmes, combien d'hommes. Vous avez jamais vécu ça, en tout cas vous, quand vous étiez dans les convois humanitaires, un refus ou quoi que ce soit? Vous avez toujours été bien accueillis pour aider Toujours. Alors certes, des fois on avait quelques petits, il fallait attendre un peu, vous voyez, pour passer dans les frontières, parce que voilà. Mais bon, quoi, ils nous retardaient d'1 heure, de 2 heures pour montrer le coup, quoi. Puis c'était normal, hein, que chaque pays montre son... Mais on nous laissait passer. Et puis que ce soit journaliste, que ce soit médecin, que ce soit personnage qui était dans ce convoi humanitaire, on était respectés. On n'allait pas nous tirer dessus. Aujourd'hui, vous entendez combien de médecins qui ont laissé leur vie pour ça, de journalistes, d'infirmières, de personnes aidantes. Et pourtant, mon Dieu, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont donné leur vie pour aller aider. Et après, on n'en parle même plus de ces personnes. Parce que, excusez-moi, hein, on va donner la Légion d'honneur à, aujourd'hui, je dirais presque à n'importe qui, hein, et puis à ces personnes-là, on n'en parle même pas. Moi, je dis souvent que je suis, comme beaucoup qui sont de mon âge aujourd'hui, on est des enfants d'après-guerre. Et les enfants d'après-guerre, on se rappelle nos parents, comment ils travaillaient pour s'en sortir, nos pères, nos grands-pères qui arrivaient de la guerre, qui étaient arrivés infirmes, arrivés lamentablement dans leur état d'esprit, quoi, parce qu'on ne les mettait pas en psy, on ne les mettait pas tout ça, hein, il fallait se débrouiller pour soi-même, et que ce sont quand même les femmes qui ont pris à bras le corps pour remonter notre France. Ah oui. Hein, voilà. Et puis après, eh ben, il y a eu l'arrivée des émigrants aussi, parce qu'on ne s'en sortait plus. On ne s'en sortait pas. Et moi, vous savez, je salue la jolie chanson de Michel Sardou, souvent si les ricains n'étaient pas là. Mais avant les ricains, il y a eu les tirailleurs sénégalais. On en a eu besoin aussi pour garder notre mot France. Hein? Et tout ça, on l'a oublié. Et au jour d'aujourd'hui, il y a toujours eu des émigrants en France. Il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Mais avant, on les respectait davantage qu'aujourd'hui. Vous avez vu l'évolution du discours Ah moi oui, et je le suis au jour le jour et je le vis ici avec mes petits. Je le vis parce qu'à la maison d'Elisabeth, nous recevons beaucoup d'émigrants. Et nous en occupons beaucoup, on s'en occupe de beaucoup. Et je le vis. Avant, un migrant qui arrivait, eh ben, il avait le droit de se mettre au travail tout de suite, de faire venir sa femme, de se loger comme il pouvait. Des fois, c'était... Hein, mais il restait, il travaillait, il a remonté. Comme il a remonté la France, il a remonté lui-même. On le voit aujourd'hui, on a des enfants des migrants dits après-guerre
qui sont aujourd'hui à la tête de certaines industries, à la tête de ci, à la tête de ça. Je me rappelle M. Sarkozy, quand il a dit que lui-même était un enfant des migrants, qu'il était arrivé, que ses grands-parents et tout, et il est arrivé président de la République. Ouais. Alors, je ne juge pas le truc du président, je juge aujourd'hui le chemin qu'a fait cette personne, en le félicitant quand même. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nos émigrants, croyez-moi, moi ici, j'en ai qui me surprennent et je me dis, ils sont très intelligents. Si on leur tendait plus la main. Voilà. Alors le problème d'un émigrant, ils le disent tous, c'est quand on arrive dans un pays, on ne connaît pas la langue. Ouais. Alors certes, c'est difficile, mais ce n'est pas pour ça qu'on est un vulgaire truand, qu'on est un illettré, qu'on est... Voilà, non. Parce que la preuve, on l'a vu dans tous nos émigrants d'avant et nos émigrants d'aujourd'hui encore, parce qu'il y en a de récents, et tant mieux, qui une fois que dès qu'ils parlent la langue correctement de notre pays et s'il y en a, ils réussissent. Vous savez, moi, il y a 2 ans de ça, j'ai eu dans un squat une gamine où j'allais l'aider à faire ses devoirs à la lampe électrique le soir. Je partais d'ici et j'allais l'aider en squat. Elle a passé le bac avec une mention très bien en philosophie, dans un squat, à coucher par terre, à étudier par terre, et avec mamie à la lampe électrique pour l'aider à faire ses dissertations, tout ce qu'elle avait pour passer son bac. Elle a eu 17,5 et elle a eu son bac avec mention en philosophie quand même. Est-ce que vos petits, comme vous les appelez, ils vous en parlent de ça, ils ressentent Beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, des fois, je me sens presque obligée envers eux. Et pour les réconforter un peu, si vous voulez, on fait tour de la table et on discute. On discute ouvertement. Vous voyez, je me rappelle d'une discussion parce qu'à un moment donné, au moment où la Russie ça n'allait pas très bien, tout ça, avec les Ukrainiens, et bien ici, vous voyez, on avait des gens d'Afrique, de tout continent africain, des gens de la rue de Bordeaux, et on avait des Ukrainiens et des Russes. Non, c'est vrai, autour de la table? Ah, je vous le promets. En plein milieu du conflit russe-Ukraine? Voilà, ah ouais. Voilà. Alors, on a quand même une règle à la maison d'Élisabeth, on essaie de ne pas parler politique de son pays et de religion. Par contre, à la maison d'Élisabeth, on respecte tout. S'il y en a un qui a besoin de faire sa prière, même si c'est midi, il me le dit, il me dit « Mamie, je peux me lever ?» Je sais, nous avons un coin de tapis, il prend son tapis, il va faire sa prière. Vous voyez, des fois, on en mange là, il y en a qui font la prière là sur nos carrés, tout ça, on respecte. Ouais. Voilà. Mais il y a des moments, ils en ont besoin de parler de leur pays. Bon, alors... il y en a un qui lance toujours un petit truc et on arrive à parler. Et c'était donc au moment de la Russie où avec M. Poutine, et Anton, jeune homme, qui était notre Russe, commence à... Et puis j'étais là, oulala, il faut que je calme ça, mais je ne savais plus par quoi prendre parce que ça m'était très difficile pour moi d'un côté de prendre, si je voulais, la défense de M. Poutine ou de prendre la défense du président de l'Ukraine, quoi. Ouais. Et ça, je ne peux pas me le permettre. Non. Je ne suis ni d'un côté ni de l'autre. Je suis là pour les aider à manger, à se réinsérer. Mais... Donc, je lui dis, écoute, Anton, mamie, elle va régler ça. Il me regarde, il me dit oui. Ah, je lui dis, mamie, elle va faire un voyage en Russie. Je lui dis, ah oui, parce qu'il disait que M. Macron téléphonait à Poutine, mais que c'était pas bon. Bref. Alors je lui dis, écoute, mamie va faire mieux que M. Macron, elle va se payer le voyage, elle va aller voir M. Poutine. Il me regarde, je vois les Ukrainiennes là qui me regardaient. Et j'ai dit oui. Et je lui dis, tu sais pas, je vais aller lui faire du charme, je vais lui dire qu'il est beau, et je vais lui dire d'arrêter, comme ça il n'y aura plus de guerre dans le monde. Et puis tout. Oh, il m'a regardé, il m'a dit, oh mamie Poutine, non, pas avec toi. Et vous voyez, on est partis tous à rire, et puis voilà, puis j'ai lancé ça sur de la rigolade, et c'est parti à rire. Mais vous êtes obligés parce que là, il attendait une réponse, et puis il disait, puis il me regardait, il se disait de quel côté elle est mamie, quoi, qu'est-ce qu'elle va répondre là.
Et donc, il fallait bien que... Et j'en suis sortie comme ça. Bravo. Rigolant. Voilà. Bon, en tout cas, la maison d'Elisabeth... Voilà, la maison d'Elisabeth, c'est tout ça. On essaie de... Ils sont là pour oublier pourquoi ils sont en France, parce qu'il faut le dire, hein, s'ils sont en France, ils ne sont pas là de gaieté de cœur. Hein. Au jour d'aujourd'hui, on le sait. Hein, tous ceux qui nous arrivent, c'est parce qu'ils fuient leur pays pour une cause quelconque, et c'est souvent politique au jour d'aujourd'hui. Hein. C'est plus tellement de nourriture ou quoi, c'est surtout politique. Donc, ils essaient pour le mieux de s'intégrer. Moi, je vois, vous voyez, j'en mets constamment au travail, avec l'accord de la préfecture, avec l'accord de la mission locale de Bordeaux, avec le CCAS, parce que moi, je suis ouverte à tout le monde. Et je travaille avec tout le monde parce qu'on a besoin des uns des autres. En tant qu'association, il faut travailler comme ça parce qu'on n'y arrive pas. On arrive à en mettre au logement, à en mettre au travail, à avoir quelques cartes de séjour. C'est un peu de plus en plus compliqué. Ça, je me pose le pourquoi aussi. Parce que quand même, quand la personne ne demande qu'une chose, que d'aller travailler, qu'elle ne fait pas de bêtises, qu'elle est suivie par des associations, qu'elle a sa domiciliation de fait au CCAS de Bordeaux, qu'elle a son assistante sociale, qu'elle est suivie par le médecin, qu'il n'y a jamais rien, quoi. Ouais, si tous les feux sont ouverts, mais pourtant ça prend du temps. Et pourtant, même avec tous les feux ouverts, on arrive à avoir des QTF. Et ça, moi je dis, mais où on va comme ça distribuer des QTF aux gens sans raison, quoi. Moi je dis, là ils sont distribués, vous voyez, j'ai pas peur de le dire, je le dis, ils sont distribués les QTF sans raison. Alors moi je dis, tu donnes un QTF, mais tu vois le dossier que tu as devant toi. Si c'est un dossier qui arrive de la police, de la gendarmerie, ou avec, si vous voulez, un rapport de la ville de Bordeaux, du maire ou de... D'accord, moi je leur dis, hein, te fais pas arrêter même dans le tram. Ouais. Voilà, d'accord, voilà, tu l'as cherché, tu t'es fait prendre sur un chantier, tu n'as pas le droit de travailler. Ouais. Moi je leur dis, hein, la mamie ne viendra pas vous en sortir. Hein. Voilà, moi je leur dis, je ne vais pas fermer la maison pour vous. Il y en a d'autres qui en ont besoin. Faut respecter les règles. Tout à fait, mais qu'en haut lieu, on les respecte aussi, Bah parce oui. que c'est très dur pour nous, pour les associations, parce que ce sont des gens qui souffrent. Ils arrivent de leur pays, ils sont meurtris, ils ont laissé la famille, ils ont failli, le 3/4 ont failli se noyer dans les océans, dans les mers. Ils ont eu une chance inouïe, ceux qui sont là. Ils sont déjà traumatisés, ils cherchent à quoi? À un peu d'affection, de gentillesse, de pas, vous voyez, mais de leur expliquer les règles de la France, quoi. En France, tu vis comme ça et comme ça. Tu manges pas à la main, tu manges avec ton couteau, ta fourchette, si tu as là, tu dis merci, tu dis pardon, tu dis bonjour monsieur, bonjour madame, au revoir, si et là. Et ça, c'est l'insertion, les envoyer tout de suite au cours de français aussi. Et leur dire, bon, ben, tu vas au cours de français, mais il y a l'ordinateur, il y a un professeur qui vient là aussi, tu apprends l'ordinateur aussi, tu dois savoir faire une lettre, un CV, vous voyez tout ça. Alors certes, ça se dit vite en parlant, mais c'est du temps qu'il faut donner. Et le jour où vous avez celui qui est arrivé il y a 2 mois, il ne savait pas lire, et puis qui s'assoit à table, et puis j'ai mis un petit, vous verrez tout à l'heure, un petit cadre où à table on respecte, on dit oh, nana, nana, la cuisine est faite avec amour et tout ça, et qui s'assoit et qui te dit, mamie, je vais te lire ça. Ah, tu vas me lire ça? Alors que vous avez passé, et puis tout d'un coup il arrive et puis il vous le lit. Là, vous vous dites, j'ai gagné une manche. Ouais. Là, vous vous dites, ça sert à quelque chose. Voilà, je me dis, ça y est, il est parti dans la lecture. Voilà. Et moi, je me dis, eh ben, j'ai pas perdu de temps, je suis heureuse. Et là, ben, je l'attrape, je l'embrasse, je lui dis, mamie est fière de toi. Lui, il est tout fier parce que devant les autres, mamie l'attrape, l'embrasse, lui dit. Et puis voilà, c'est ça la maison d'Elisabeth. On va en reparler, on revient un petit peu en arrière. Donc, on a parlé de votre vie. Et avant la maison d'Elisabeth, il y a quand même un élément déclencheur. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Ben, je me suis séparée, ma vie familiale a été coupée en 2. Je suis rentrée en France et j'ai monté une maison de retraite que j'avais dessinée moi-même. Tout. Je suis passée à la Chrisme de Bordeaux, je suis sortie major, marchait très bien. Je m'en rappelle, j'avais fait 2 chambres déjà pour la maladie d'Alzheimer. Vous voyez, déjà.
Et elle marchait bien. Et il y avait quoi? Il y avait 5-6 ans que j'avais cette maison, oui, 5 ans, Oui. qui marchait très bien, complet, tout. Et ma foi, tout d'un coup, je me suis sentie fatiguée, épuisée, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. On a fait quelques examens et je me suis retrouvée avec un cancer. Donc quand vous avez toute seule, vous voyez comme ici, hein, à gérer une maison de retraite médicalisée, ça a été une douche froide. Hein. Alors c'est vrai que j'ai traîné pendant 1 an parce que je ne voulais pas lâcher ma maison de retraite comme ça. Peut-être que c'est l'année que j'ai perdue là, je l'ai payée très cher, mais bon, voilà, encore une fois, vous voyez. Vous l'avez fait pour les autres. Donc on ne trouvait pas de remplaçant, on ne trouvait pas de si. Alors c'est le maire de la commune où j'étais qui a trouvé quelqu'un qui était au chômage pour me remplacer, une dame qui n'avait jamais géré une maison de retraite. Bon, alors je lui ai tout expliqué, tout ça, mais moi je pensais que je devais subir une opération vite, tout. Je me suis dit, ça ne va pas être long, je vais revenir tout de suite. Malheureusement, ça ne s'est pas passé du tout comme moi je l'espérais. Et donc, je suis restée près d'1 an sans pouvoir m'occuper de ma maison de retraite et en soins. Donc, cette personne, moi, j'avais beaucoup emprunté, hein, parce qu'une maison de retraite toute seule, c'est beaucoup d'emprunts sur la tête. J'avais mis ma maison d'Andernos en caution sur mon prêt et mon appartement à Coudéran en caution. Et puis cette dame, moi je faisais la cuisine, il y avait les infirmières qui venaient le matin, le soir, moi je distribuais les médicaments, je faisais le 3/4 du ménage, et oui, j'avais un gros emprunt, je ne pouvais pas embaucher. Donc je faisais tout ça, mais tout allait bien, tout se passait bien, ça marchait bien. Je m'en rappelle, j'ai même passé mon diplôme de diététicienne pour cette maison de retraite. Oui, parce que je n'avais pas le droit de faire la cuisine. Un jour, on m'a dit, vous faut le diplôme. Je suis partie à l'école le soir et j'ai étudié, j'ai passé mon diplôme de diététicienne. Vous êtes tellement courageuse. Pour ça, vous voyez. Et puis après, je suis tombée malade. Ah là là, c'est pour ça que je vous dis que le souffle, il est dur à garder. Et puis cette dame, elle n'a pas fait tout ça, elle l'a embauché. Et par contre, elle n'a pas réglé les traites à la banque l'UCB. Et puis, donc là, il y a eu un administrateur qui a été nommé. Donc à la place de la directrice qui vous Elle y était remplaçait. toujours, mais il y a eu un administrateur qui a été nommé. Puis là, je crois que je suis tombée sur l'administrateur le plus voyou de Bordeaux. Et donc, lui, il a fait une chose, il a vendu tout de suite. Enfin, soi-disant vendu. Et moi, il m'a fichu à la porte avec mon petit chien Cacao et il m'a mis à la rue. Donc je suis restée 4 ans et demi, presque 5 ans dans les rues de Bordeaux. Vous savez, vivre dans la rue, c'est très difficile. Il y a déjà la loi de la rue. Alors quand vous arrivez, vous ne la connaissez pas. Quand vous n'avez jamais vécu ça, il faut un temps d'adaptation dans le cerveau. Hein. Moi, j'ai cru que j'allais trouver quelqu'un je ne sais pas, le soir je me suis retrouvée, je suis venue à la cathédrale de Bordeaux parce que je me disais, j'avais mon petit chien dans les bras, c'est tout ce que j'avais. Je me suis dit, je vais m'asseoir sur un banc, je vais passer la nuit là, et puis demain, quelqu'un va venir me chercher, me sortir de ça, ça m'était impossible. Mon cerveau réagissait comme ça. Et puis la cathédrale de Bordeaux, elle était fermée. Et là, mon cerveau, il a vite réagi. Et je me suis dit, je vais passer la nuit là. Donc je me suis accroupie là avec mon petit chien. Et je me suis assoupie. Et là, j'étais à moitié endormie, blottie contre les murs de la cathédrale. Et tout d'un coup, j'entends un monsieur, une grosse voix qui m'insultait, qui me traitait de tout, qui me disait de dégager de là, parce qu'il allait me ci, me là. C'était le Marseillais. Le Marseillais était dans la rue déjà depuis quelque temps. C'est un monsieur qui arrivait de Marseille. Il était informaticien, il avait divorcé, et voilà, il avait tout perdu, il avait fini à la rue. Et il était venu à Bordeaux, il avait un gros chien. Et donc, puis moi là, je m'assois, je le regarde et je me mets à pleurer, Et là, il s'aperçoit que je suis une femme.
Et là, il me fait, et en plus, t'es une meuf et tu chiales. Et puis, je vous passe les détails. Bon, bref, ce monsieur a été très, très, très gentil avec moi. Ouais, finalement. Ah oui, il a été très, très, très gentil. Il m'a expliqué les lois de la rue. Alors, Parce que vous aviez pris sa place, c'est ça, en fait? oui, et oui, bon, je ne savais pas, j'avais pris sa place de nuit. Voilà, chose que dans la rue, il y a le respect. Hein. Et puis bon, alors on n'était pas aussi nombreux, vous savez, à ce moment-là, c'était au moment où on nous disait « t'as qu'à aller travailler feignant ». Voilà, c'était... On vous a dit ça? Ah oh, mais plus d'une fois, je l'ai entendu dans Bordeaux, ça, « t'as qu'à aller travailler feignante ». Je l'oublierai jamais. Donc, il m'a expliqué tout ça et il m'a bien secondé pendant que j'étais dans la rue et puis il m'a présenté à ses copains, ses copines. Et dans la rue, il y a des clans. Et vous savez, quand on est en clan, après, on devient presque de la famille, quoi. On est de la famille. Parce qu'après, on se partage le manger, on se partage nos pleurs, on se partage nos rires, on partage tout. Après, il ne reste plus que ça. Il n'y a que ça. Les gens, après, ils vous passent à côté. Et je peux vous dire, on est invisible dans la rue. On est invisible. Moi, j'avais mon petit chien, alors il m'avait dit, tu te mets là pour faire la manche, tu te mets là, tu te mets là. Et puis après, au fil des années, moi aussi, j'ai mûri. Hein, dans la rue, vous mûrissez vite. Hein, les gens vous bousculent. Ou alors, ils font un demi-tour là et puis vous regardent comme... Oui, on ne sent pas le Chanel, hein. Excusez-moi. Hein, voilà, on se douche quand on peut, on fait... Hein, voilà. Donc, si, et ça, c'est très dur à supporter dans la rue, ça. Alors, quand on dit des fois qu'il y a des gens de la rue qui se révoltent, oui, on se révolte parce qu'on a notre peine intérieure, parce que si on est dans la rue, là aussi, nous, c'est pas parce qu'on a quitté notre pays, mais c'est parce qu'on a perdu notre emploi, parce qu'on a perdu notre famille, parce qu'on sort d'une maladie, parce que quand vous sortez d'une maladie, c'est très difficile. Hein, vous avez... Bon, maintenant, il y a quand même des aides et tout ça, mais moi, quand je l'ai eu, il n'y avait pas tout ça. Hein. Donc, c'est très difficile et vous l'avez au fond de vous. Hein. Moi, je m'en rappelle, je m'arrêtais entre deux voitures pour donner toutes mes tripes que j'avais qui me ressortaient, quoi. Voilà. Est-ce que vous n'étiez pas complètement guérie du cancer? Ah, du tout, mais pas du tout. Donc moi, dans la rue, on incrimine les gens qui boivent et qui se droguent. On ferait mieux de s'incriminer soi-même, hein, avant de les incriminer. Parce que dans la rue, je vais vous dire, c'est le suicide collectif. C'est tout ce qu'on cherche, c'est mourir. Alors moi, je n'ai pas plongé dans la drogue, je n'ai pas plongé dans l'alcool, mais qu'est-ce que j'ai plongé? J'ai plongé à me taillader les veines, à avaler du n'importe quoi pour mourir, à faire ça. Vous vouliez mourir? Ah mais moi, je n'avais que cette idée dans la rue. Au CHU, j'étais transportée je ne sais pas combien de fois. La rue, la nuit, c'est pas votre chambre avec le petit lit tranquille. On couche par terre, on couche sur des cartons, on se fait donner des coups de pied suivant où on dort. On fait attention parce que, il y a les viols, il y a tout dans la rue. Il y a tout. En plus, en tant que femme, j'imagine que c'est encore plus difficile. Alors, c'est très difficile pour les femmes, mais c'est difficile aussi pour les hommes, parce qu'il y a des viols d'hommes. Hein. Ah oui. Quand vous vivez dans la rue, vous vivez tout ça. Hein. Il y a des viols de femmes, d'hommes, de tout, quoi. Vous avez, comme je dis si bien, les fils à papa qui sortent de boîtes de nuit à moitié drogués eux-mêmes et qui vous font la course aux gens de la rue parce que ça les amuse, quoi. Et qui nous tabassent s'ils nous attrapent. Non. Mais si, ça se passe comme ça. Et on ne les arrête pas le lendemain. Hein. Mais on vous arrête à vous parce que si vous allez porter plainte, parce que, oui, vous avez l'œil comme ça, on vous dira, oui, mais il fallait être moins sous, alors qu'on a été tabassé par... Voilà. Donc, bon, aujourd'hui, il y a un peu plus de compréhension quand même. Il y a beaucoup plus d'associations, parce que c'est vrai que moi, je leur dis souvent, quand j'étais dans la rue, j'aurais eu une association sans me jeter des fleurs, hein, vous voyez. Ah oui. Voilà. Comme celle-ci. Comme celle-ci. Mais j'aurais été la reine carotte, quoi. Vous avez créé l'association qui vous manquait, vous? Sûrement. C'est-à-dire que j'essaie de faire de mon association ce que j'ai vécu dans la rue en me mettant à leur portée de leurs besoins. Ouais. Voilà, de leurs besoins. Donc, voilà. Et puis un jour, à force d'atterrir au CHU, j'ai rencontré une famille.
Et c'est cette famille qui m'a sortie de la rue, qui m'a emmenée chez eux, qui m'ont fait soigner à Villejuif, à Paris, pour mon cancer. En rémission, on est toujours en rémission avec un cancer. Pourquoi cette famille, elle vous a tendu la main? Alors cette famille, elle m'a tendu la main parce que eux-mêmes, s'ils étaient là, c'est qu'ils arrivaient parce qu'ils avaient un gros ennui. Enfin, ils avaient un petit garçon qui n'avait pas encore un an, ou à peine un an, il avait Anthony. Ils sont arrivés là avec leur bébé dans les mains et puis la maman criait vite, vite, prenez mon fils, il a de la fièvre. Et moi, j'étais là perfusée. Et puis je regarde la maman et je vais vers elle. Et je lui dis machinalement, comme ça, qu'est-ce qu'il a, votre petit garçon? Et elle me dit, je sais pas ce qu'il a. Et moi, machinalement, je lui dis, attendez, j'essaie de lever les pieds du petit garçon et je sens que le petit garçon gémit. Et je lui dis, madame, dépêchez-vous, appelez un médecin en urgence, votre petit, il a une méningite. Ah, elle rentre, elle hurle, vite, vite, mon fils a une méningite. Bon, alors il y a un médecin qui vient, qui lui dit, comment votre fils a une méningite? C'est la dame là-bas qui me l'a dit. Oh, mon Dieu, ce médecin lui a dit que j'étais folle, que j'étais une SDF, qu'il ne fallait pas m'écouter, que j'étais là très souvent parce que voilà, nanana. Et je crois que même pas 10 minutes après, j'ai une infirmière qui vient me chercher, qui me dit, vous remontez dans votre chambre et vous ne sortez plus jamais de votre chambre jusqu'à ça. Bon, et puis par le fait, quand ce petit garçon a bien été pris en charge au CHU, c'est bien diagnostiqué, une méningite pas virulente, mais il avait une méningite comme vous l'aviez dit. Il avait une méningite quand même. Donc 2 jours après ça, la maman a demandé ma chambre et est venue me remercier. Alors elle me dit, vous allez sortir, mais vous n'allez pas aller dans la rue. Et là, elle m'explique sa situation. Elle me dit, voilà, nous habitons la région parisienne, nous avons une villa au Cap Ferret. On est là, notre petit garçon ne va pas à l'école ni rien, alors on est là jusqu'au mois d'octobre-novembre. Vous allez rester avec nous au Cap Ferret là, et puis après on verra. Tout prendre plutôt que de repartir dans la rue. Je n'ai même pas réfléchi. Je suis partie chez eux, et c'est vrai que j'ai trouvé une famille accueillante. J'ai été accueillie comme une princesse. Je m'en rappelle, il y avait une dame pour faire le ménage. On ne m'a pas présentée comme quelqu'un qui sortait de la rue. On m'a présentée comme une amie d'enfance qu'on avait retrouvée sur Bordeaux. Finalement, vous l'avez, votre amie d'enfance? Oui, mais c'est ma famille. On se voit toujours, on fait Noël toujours. Ah oui, c'est ma famille. Hein. C'est plus que mon amie d'enfance. Hein. C'est même plus que ma sœur, que tout. Voilà. Et donc, j'ai vécu tout ce beau temps au Cap Ferret en allant à la plage. Wow. En réapprenant à coucher dans un lit, parce que je couchais sur la moquette. Et un jour, la dame de ménage s'en est aperçue et elle lui dit, elle couche par terre. Est-ce que vous aviez une chambre, un lit? Ah oui. Mais vous ne dormiez pas dans le lit? Ah non, mais quand vous sortez de la rue, vous avez perdu l'habitude de dormir dans un lit. Hein. C'est impossible à comprendre, mais vous préfériez dormir. Je vous promets que s'il n'y a pas qu'à moi, ça arrive. Hein, ça, tous ceux qui sortent dans la rue, les pauvres, on est comme ça. Il nous faut un temps d'adaptation. Vous perdez la notion d'écrire, vous perdez la notion de lire, vous perdez la notion de parler. Parce que dans la rue, je ne vais pas vous dire « Bonjour Marion, tu vas bien Marion? Vous allez bien Marion ?» Je vais vous dire, alors, tu vas bien? Alors, quoi? Oh, regarde ta gueule aujourd'hui que tu as. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas dormi cette nuit encore? Voilà, vous comprenez? Je vais vous parler le dialogue de la rue. Qu'est-ce qui vous avait le plus manqué? Alors, ce qui m'a le plus manqué, moi, c'est mon cocon familial, quoi. Voilà, d'être entourée et puis de dire, je suis à la rue, pas de nouvelles de mon fils, de personne. Alors vous êtes assise et puis vous voyez un jeune homme qui passe et puis vous le fixez tellement, mais pas par méchanceté, pas rien. C'est que vous arrivez à avoir la vision de votre propre enfant. Vous avez eu aucun soutien, aucun proche, au-delà de votre fils, votre famille, vos amis? Mais non, tout le monde vous jette. Hein. Vous pensez que tout le monde, du jour au lendemain, peut se retrouver à la rue? Ah oui, une perte de travail. Aujourd'hui, la vie est tellement chère. Vous savez, mais je le vis ici, moi. Hein. Est-ce que vous avez revu votre famille de la rue?
ceux avec qui vous étiez? Alors malheureusement, oui. Quelques-uns. Il y a eu une histoire qui, je ne sais pas Marion, vous êtes peut-être trop jeune, si vous avez connu l'histoire des Don Quichotte. Alors l'histoire des Don Quichotte, elle s'est faite il y a à peu près 10 ans de ça en arrière. C'était un comédien de Bordeaux qui avait eu une très bonne idée et qui n'a pas été jusqu'au bout, c'est dommage. Et c'était au moment des élections de M. Sarkozy. Donc vous voyez, s'il y a longtemps. Voilà, je me rappelle, c'était au moment des élections de M. Sarkozy. Et ce comédien, parce qu'il soutenait M. Sarkozy, alors bon, je vous explique ça sans prendre parti politique, hein, Non. voilà. Il soutenait la candidature de M. Sarkozy et il avait eu une idée formidable. Ça, moi je dis, l'idée était formidable. C'est-à-dire qu'il avait dit aux gens qui avaient pas mal d'argent, vous achetez une tente, vous l'installez dans un coin, alors c'était au canal Saint-Martin à Paris, vous l'installez au canal Saint-Martin, vous prenez un SDF de la rue et vous le mettez chez vous pour 1 ou 2 jours, à bien vivre chez vous. Et en slogan, il avait donné une tente contre la clé d'un logement. Alors c'est certain que ça faisait un joli slogan politique. Ouais. Mais lui, il voulait dire la clé d'un logement, le temps de la tente, mettons. Alors il y avait quelques comédiens qui ont joué le jeu, et je les en remercie, mais tout le monde n'a pas après suivi le coup. Hein. Tout le monde n'a pas suivi ça. Il y a quelques comédiens qui l'ont fait, qui ont acheté et qui se sont installés au canal Saint-Martin et qui ont mis des gens de la rue chez eux. Et eux, ils prenaient la place dans la tente. Et eux, ils prenaient la place de l'SDF pour voir ce que ça faisait. Vous voyez. Et là, ce mouvement a pris de l'ampleur et il s'est installé un peu dans toutes les villes. Ouais. Mais avec la seule différence qu'après, ce n'étaient pas des gens assez riches qui pouvaient acheter la tente. Ça a été certaines associations qui l'ont fait. Vous voyez, moi je m'en rappelle à Bordeaux. C'était la fondation l'Abbé Pierre qui avait acheté les tentes chez Decathlon, 80 tentes, et ils avaient été chercher les SDF de Bordeaux et ils leur avaient dit on vous installe aux allées de Tourny à Bordeaux et voilà, vous avez des tentes. Ouais. Mais ils les ont installées là comme un parc à cochons, à bestiaux. Après, on s'en est plus occupé. Ouais. Voilà. Et moi, j'arrivais de Paris, j'avais venu d'être soignée, tout ça, ça faisait quelque temps, et j'avais voulu revenir sur Bordeaux. Quand j'ai vu, alors c'était les gens de la rue avec leurs chiens, avec abandonnés, quoi. Les allées de Tourny, il y avait le caca des chiens partout, il y avait des tags sur les premières vitrines à la cour, comment il s'appelle ce cours, je ne sais plus, le cours de l'intendance à Bordeaux. Attendez, c'était affreux, quoi. Donc, je suis rentrée dans ce camp de Don Quichotte, comme ça, et j'ai retrouvé mes frères et mes sœurs de rue d'avant, et je leur ai vraiment demandé ce qu'était ce mouvement. Et ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, oui, mais depuis qu'on nous a mis là, on devait nous porter à manger, de l'eau, de ci, nous installer des toilettes, et ils me disent, la Bourge, on n'a toujours rien. Et là, la colère me prend, je rentre chez moi et je me dis, je ne peux pas les laisser comme ça. Donc je vais chercher chez moi ce qu'il fallait pour nettoyer, parce que c'est vrai que c'était pas joli ces allées de Tourny. Moi ça me... Donc en 2 jours on a nettoyé les excréments de chiens, je faisais nettoyer l'intérieur des tentes, on avait balayé les allées, tout ça. J'avais géré ça pire que... C'était, voilà, les allées. Du coup les gens venaient nous voir aux allées de Tourny, nous portaient des vêtements, nous portaient de la nourriture. Y en a qui nous donnaient des petites espèces pour qu'on puisse acheter ça, ça, ça. Tout le monde a mis... Vous voyez, tous les Bordelais s'étaient mobilisés. Donc voilà, ce qui après, j'ai fini cette histoire où j'ai eu très peur, parce que vous voyez, ce qui m'était arrivé à la maison de retraite allait se reproduire, c'est-à-dire que j'ai été mise au tribunal par la ville de Bordeaux, la mairie de Bordeaux, en étant accusée de détériorer les allées de Tourny alors que je les avais bien nettoyées, et en étant accusée que ce soit moi qui avais installé les 100 tentes dans les allées de Tourny. Non, c'est pas vrai. Je vous le promets, Marion. Et là, je peux vous dire que j'ai eu très peur, parce que je suis allée voir 1 ou 2 avocats de la ville de Bordeaux.
Quand ils ont vu que ça venait de la mairie, ils ne voulaient pas me défendre. Et donc, à 48 heures de passer au tribunal, j'ai un avocat de Paris qui m'a appelé, qui a acheté mon livre, qui l'a lu en plus, qui a suivi les informations sur FR3 et qui m'a dit « Mais c'est épouvantable, madame, ce qui vous arrive là encore. » Et il me dit « Est-ce que vous avez acheté les tentes ? Vous dites partout que non. » Mais je lui dis « Monsieur, je vous promets que je n'ai pas d'argent pour acheter les tentes, moi. » Donc il me dit « D'accord. » Il me dit « Je vais me renseigner qui a acheté les tentes. » Il s'est renseigné. Il me téléphone, je crois, 1 heure après. Depuis Paris, il me dit « Madame, je vous défends ». J'étais directeur à ce moment-là de la Ligue des droits de l'homme. C'était un avocat. Je peux dire son nom parce que je lui dois beaucoup. C'était Maître Boulanger. Donc il me téléphone 1 heure et demie après. Il me dit « Ne vous faites plus de soucis, madame. Je vais vous défendre ». Je lui dis « Non, vous êtes trop gentil, maître. Je n'ai pas l'argent pour vous payer ». Il me dit « Je vous défends gracieusement ». Il avait été touché par votre histoire. Voilà. Et là, je ne sais pas comment, le devant du tribunal était complet. À l'intérieur du tribunal, c'était complet. Il y avait des journalistes, il y avait des syndicats, il y avait de tout, Marion. Là, je ne sais pas comment. Maître Boulanger est arrivé, il a plaidé. L'avocat adverse a dit « Oui, mais cette dame a acheté les tentes et tout ». Mon avocat l'a laissé tout dire, parce que c'était à lui le premier de lancer les trucs. Quand il a terminé, mon avocat, simplement, quand il a pris la parole, il lui a dit, je ne sais plus trop comment ça se passe, mais il lui a demandé de fournir les factures, s'il pouvait fournir les factures, comme quoi que c'était moi qui avais acheté les tentes. Alors il a dit non, mais qu'il savait que c'était moi que... Et Maître Boulanger, là, s'avance et dit à votre honneur, je ne sais pas quoi, et il lui dit, voilà la facture de la personne qui a acheté les tentes, la signature et le tampon de l'association, la Fondation l'Abbé Pierre, qui a acheté les tentes à Décathlon, Bordeaux-Lac. Et derrière moi, il y avait le président de cette association qui était là pour témoigner comme quoi que c'était moi qui avais acheté les tentes. Du coup, moi, j'ai laissé plaider mon avocat et sans réfléchir, je me suis retournée et je lui ai dit, je l'ai appelé par son nom de famille et je lui ai dit, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous êtes un menteur, vous êtes un escroc et vous faites partie de la fondation Intel et vous m'accusiez à moi d'avoir acheté les tentes alors que ce n'était pas vrai et vous souteniez la mairie, c'est vous qui avez été dire à la mairie que j'avais acheté les tentes. Et là, le président du tribunal, là, me dit à mon avocat, maître, faites taire votre cliente parce que... Et puis après, moi, je me retourne et je le regarde. C'était impossible qu'il me coupe la parole, lui. Je lui dis, mais vous savez pas ce que j'ai vécu, monsieur. Moi, je suis partie aussi dans la rue parce qu'on m'a volé une maison de retraite. Et là, ce monsieur, il allait faire pareil. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, bon, ben, madame, continuez à discuter. Et puis j'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur, sur les enfants de Don Quichotte, comment j'avais pris le tout. Ben écoutez, j'ai été applaudie. Oh. J'ai été applaudie, il y avait les journalistes, tout. Je suis sortie de là. La mairie de Bordeaux nous a donné, je crois, 3 mois pour quitter, parce que j'ai demandé le temps que je ne voulais pas les remettre comme ça. Donc je me suis mis en quête à trouver et des emplois et des endroits pour les loger à tous, ce que j'ai fait en 3 mois. On a rendu la place des allées de Tourny nickel. Vous êtes exceptionnelle, Elisabeth. Non, je suis pour, pour défendre les personnes qui voyaient. Voilà, j'ai ouvert ça en 2019. Mais vos propres sous? Avec mes propres sous, voilà. Ma petite retraite, les premiers mois, payer le loyer, acheter un petit peu. Heureusement, j'ai toujours aussi été mon pied dans la Croix-Rouge, vous savez, pour aider la Croix-Rouge pour ça. Donc quand j'ai eu besoin de meubles, j'ai fait appel à la Croix-Rouge de Saint-Loubès, que je remercie. Ils m'ont envoyé toute notre salle à manger, tout ça, c'est eux qui nous ont aidés à nous meubler. Covid arrive. Covid arrive. Clac. On reçoit qu'il faut fermer, que ci, que là. Donc je ferme.
Et puis là, mes petits m'appellent, parce que j'avais la queue, hein, quand même, je venais d'ouvrir, mais moi ici, j'avais la queue. Et donc, Covid, bon, alors, je me dis, je ne peux pas les laisser sans manger. Donc, écoutez, moi, je n'ai pas fermé du tout. On n'avait même pas de masque. Donc, je mettais presque toute ma retraite à acheter, à faire la queue le soir tard dans les magasins pour arriver à les nourrir. Là, je faisais des colis qui partaient de là jusqu'à la route. Toute seule. Trier, acheter, aller dans les magasins. Le soir, j'étais crevée. Mais crevée. Là, je l'avoue, je ne sais pas comment j'ai tenu. Et on a fait, et là, on n'avait pas de subvention. 2 ans après, quand le Covid a été terminé, tout ça, 2 ans après, j'ai envoyé un mot à la mairie. Et puis là, ils nous ont aidés. Et on a eu les mécènes de Bordeaux qui nous ont aidés aussi. Donc, on avait eu une petite bouffée d'oxygène au niveau financier, bien qu'il fallait bien calculer. Mais ça nous a aidés. Et petit à petit, on a avancé. Et puis je pense qu'aujourd'hui, dans Bordeaux, la maison d'Elisabeth commence à être connue quand même. Et même au-delà de Bordeaux, regardez, je suis là, j'habite pas Bordeaux. Oui, c'est vrai, Marion. Mais surtout pour son sérieux, aussi bien dans sa comptabilité, parce qu'au moins, nous, quand quelqu'un nous donne que serait-ce 20 €, ça sert à la maison d'Elisabeth. Voilà, ça ne sert pas pour autre chose. Ça sert pour les petits de la maison d'Elisabeth. Parce que la maison d'Elisabeth, elle s'occupe même de squats à l'extérieur le week-end. Et là, il y a des enfants, il y a des jeunes filles, il y a des parents, il y a des familles entières qui vivent comme ça sous des bois, avec des tentes, avec des ci, avec des là, et qu'il faut aider parce que ce sont des êtres humains. Donc, même ces 20 €, on met 10 € dans la maison d'Elisabeth et 10 € dans les squats. Et ma gestion est tenue comme ça. Mon comptable me tire souvent les oreilles, mais je me renonce à les priver de quoi que ce soit. Dans les squats, on travaille surtout personnellement la drogue, l'alcool. Et aujourd'hui, il y a des armes qui circulent, il ne faut pas se voiler la face, et beaucoup d'autres choses. La prostitution. Et moi, je me bats pour ça dans les squats. Voilà, aujourd'hui. Et donc, quand j'ai des squats, je veux que tout ça n'existe pas dans mes squats. Alors, c'est très difficile. Je ne dis pas que des fois, maintenant, je me dis « Oh là 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 là, le barreau de l'échelle, il est trop haut, là, je ne te verrai pas courir un jour vite fait. » Mais que voulez-vous? S'il m'arrive quelque chose, il m'arrivera quelque chose. Voilà. Vous avez peur parfois, vous risquez votre vie? Ah oui, des fois, vous savez, dernièrement, il y avait un proxénète qui était là. Il allait m'embarquer une gamine de 14 ans dans un squat. Et je me suis battue avec lui. Il m'a dit, toi, tu ne vas pas arriver chez toi. Ah oui, puis il m'a menacée. De quoi a besoin le plus la maison d'Elisabeth? Alors la maison d'Elisabeth, aujourd'hui, je ne le cache pas, elle a besoin un peu de financement. Parce que la maison d'Elisabeth, quand elle a ouvert, c'est vrai que je ne pensais jamais, mais aujourd'hui, nous arrivons à faire des 30 à 40 repas par jour. On leur fait pour que le soir, ils emportent un peu. Plus, il y a nos squats à côté. Donc, ça fait beaucoup dans le budget alimentaire, la maison d'Elisabeth. Voilà. Après, le reste, on arrive à le gérer, les vêtements. Il y a beaucoup de dons, physiques, de vêtements, etc. Alors, de vêtements, oui. Et je remercie les personnes. De vêtements, oui. Voilà. Par contre, vous voyez, on arrive à faire du théâtre à la maison d'Elisabeth. Nous faisons du théâtre. Et on demande des denrées alimentaires. D'accord. Voilà. Et les gens, au lieu de payer leur entrée, ils arrivent avec des pâtes, du riz, des produits d'entretien, des produits d'hygiène et tout ça. Et des produits d'enfants, parce que nous avons des femmes, des couches, du lait, nous avons des naissances, nous avons beaucoup de choses. Voilà. J'ai vu qu'il y a de quoi accueillir aussi des enfants. Et oui, parce que nous avons des enfants aussi, vous voyez. Et donc, la maison d'Elisabeth, comme je dirais, c'est devenu un éventail énorme qui aide tous les pays entiers du monde, aussi bien la France que n'importe quel pays. Moi, on est ouvert à tout le monde, parce qu'on a tous le droit de donner notre souffle et le donner correctement. Et puis, vous savez, moi je dis toujours,
C'est si beau d'être tous ensemble, là, de toutes les couleurs ensemble, là, de parler toutes les nationalités, de rigoler parce que l'un il parle pas encore bien français, alors mamie mime pour le comprendre, ou alors elle se rappelle un peu de son dialecte d'Afrique, alors elle parle. Après, quand on avait les Russes, eh ben, il me parlait en russe, alors il me faisait répéter. Et bien après, je savais dire quelques mots en russe. Et ben, qu'est-ce que vous voulez? Je fais tout, moi, du moment que ça les aide. Voilà. Et mamie, quand est-ce qu'elle se repose? Alors très peu, mamie, malheureusement, et ça lui a joué un mauvais tour au mois de septembre. Mamie a fait une embolie pulmonaire. Et l'hiver a été très dur. Mais mamie est toujours là. Vous voyez, il m'a laissé quelques années. Je pense qu'il m'a écoutée. Je pense que tant que j'aurai pas bien mené cette maison, j'espère qu'il me laissera encore quelques années. Voilà, pour eux. Pas pour moi, mais pour eux. Merci Elisabeth. Merci mamie. Merci Marion, à vous. Et merci à monsieur qui est caché derrière sa caméra. Qui est un peu chaud comme nous. Qui est un peu chaud comme nous, là. Oui, ça aurait été une journée très chaude. Merci.